Bonjour et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. La garde-côte djiboutienne alerte sur les dangers des vents violents, notamment en période de Khamsin en mer. Et dans ce qui domine l'actualité internationale à Gaza, des frappes israéliennes meurtrières font près de 40 morts, dont des civils attendant de l'aide humanitaire. C'était les titres place au développement. Une réception officielle a été organisée par l'ambassade d'Égypte à Djibouti à l'occasion de la fête nationale de l'Égypte marquant le 73e anniversaire de la révolution égyptienne du 23 juillet 1952. Organisé jeudi soir par l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Hassameddine Reda, l'événement s'est tenu à l'hôtel Leila. La cérémonie a été honorée par la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que des personnalités politiques, civiles, militaires, outre des membres du corps diplomatique accrédité à Djibouti, des ressortissants égyptiens résidant dans le pays. À leur arrivée, les invités ont été accueillis chaleureusement par l'ambassadeur d'Égypte, entouré de ses proches collaborateurs. Les invités ont pour leur part exprimé leur joie de partager avec leurs frères égyptiens la commémoration de ce moment historique saluant cette commémoration du 73e anniversaire de la fête égyptienne, signe de solidarité avec le peuple palestinien. L'hymne national égyptien a retenti. Prononçant un discours à cette occasion, l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti a salué la profondeur des relations historiques et des intérêts communs unissant la République de Djibouti à l'Égypte. Le diplomate égyptien a saisi cette occasion pour passer en revue les principales visites d'échange entre Djibouti et l'Égypte, notamment au plus haut niveau des deux États, ainsi que les réalisations marquantes de ces derniers mois, telles que l'inauguration de la Banque Al-Misr d'Égypte Air à Djibouti, ainsi que la pose de la première pierre du projet de centrale solaire dans la localité de Omar Jaga. Il a également évoqué les projets en cours en Égypte, en particulier l'ouverture du prochain grand musée égyptien, ainsi que la candidature de l'Égyptien Dr Khaled Aynani au poste de directeur général de l'UNESCO. En conclusion, il a exprimé ses remerciements et sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple djiboutien pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité généreuse, les facilités accordées tout au long de ces dernières années. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a réaffirmé l'engagement de notre pays à renforcer et à réélargir également les relations de coopération avec l'Égypte. Comme vous le savez, le 23 juillet 1952, pour faire un peu d'histoire, représente un moment charnière dans l'histoire de l'Égypte moderne. Cette date, mesdames et messieurs, elle marque non seulement le renouveau d'un État souverain et moderne, mais aussi l'éveil d'un leadership panafricain, d'un leadership arabe, que l'Égypte incarnera avec détermination sur la scène internationale, et nous vous en félicitons. L'Égypte est porteuse d'un riche héritage de civilisation, d'engagement en faveur de l'unité africaine, de solidarité entre les peuples.
Aujourd'hui encore, l'Égypte joue un rôle central, déterminant dans les efforts pour la stabilité, la paix et le développement en Afrique et au Moyen-Orient. Djibouti et l'Égypte, mesdames et messieurs, entretiennent des relations historiques, fraternelles, solides, fondées sur le respect mutuel, la coopération constructive et une vision partagée d'un avenir meilleur. Vous avez parlé tout à l'heure de paix, et Djibouti est une terre de paix pour notre région. Ces dernières années, nos relations bilatérales n'ont cessé de se renforcer à travers une coopération accrue dans les domaines de la sécurité, l'éducation, santé, commerce et formation. Permettez-moi à ce titre de rappeler avec une estime particulière la visite historique du président Abdel Fattah al-Sisi à Djibouti en avril dernier. La seconde, qui a marqué une étape majeure dans la consolidation des relations bilatérales. Cette visite a permis d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération stratégique, consolidant davantage les fondements d'un partenariat durable entre nos deux pays. Toujours à l'occasion de ce 73e anniversaire de la fête nationale égyptienne, un tirage au sort exceptionnel a été organisé. En effet, offrant à 3 heureux participants des billets d'avion à destination du Caire offerts par la compagnie Égyptaire. Les gagnants auront ainsi l'opportunité de découvrir les trésors millénaires de la civilisation égyptienne en visitant ses monuments historiques, ses sites archéologiques les plus emblématiques. Cette intention généreuse a été saluée avec enthousiasme par les convives qui ont exprimé leur vive gratitude à l'égard de l'ambassade d'Égypte. Et cette signature de convention, la République de Djibouti adhère officiellement à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Vendredi 4 juillet, après que l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République fédérale d'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Heibé a procédé à la signature de cette convention lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba en présence de la représentante du bureau de la conseillère juridique de l'Union africaine. Ainsi, la République de Djibouti devient le premier pays à avoir posé sa signature sur cette convention depuis son adoption par les États membres lors de la 3e session ordinaire de l'Union africaine qui s'est tenue en février 2025. Cette signature de convention constitue un événement marquant ainsi d'une pierre blanche en matière de protection des femmes et des filles sur le continent. Il constitue également un événement symbolique car 5 mois après la nomination d'un Djiboutien à la tête de la Commission de l'Union africaine, la République de Djibouti a voulu ouvrir la voie et montrer l'exemple au reste du continent qui doit, dans les semaines à venir, adhérer à cette convention. Retour à Djibouti où l'INTEC, l'école, a accueilli une cérémonie de clôture d'une formation dédiée au maniement du soroban abaké, donc japonais traditionnel. Ce programme pédagogique dispensé par des volontaires de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, visait à initier les enseignants djiboutiens à cet outil ancestral pour une intégration dans l'enseignement quotidien des mathématiques auprès de jeunes élèves. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, des représentants de la JICA, témoignant leur engagement durable dans le développement éducatif de Djibouti.
Durant cet événement, les enseignants formés ont réalisé une démonstration pratique illustrant avec clarté son efficacité dans l'apprentissage des calculs mentaux, une prestation qui a visiblement impressionné l'ambassadeur djiboutien, saluant ainsi l'adaptabilité et l'enthousiasme des participants. Soroban. Ce mois-ci était intense en connaissance, en pratique, mais aussi en partage. Je remercie tout le monde, ceux qui ont créé ce projet et qui ont rendu cela possible. Prenant la parole à cette occasion, le directeur de l'INTEC a souligné l'importance d'une telle initiative qui favorise, a-t-il dit, l'innovation pédagogique et le renforcement des capacités des enseignants. Cette formation leur offrira tout d'abord une amélioration de leurs compétences en calcul mental, ce qui leur permettra de développer rapidement leur capacité de réflexion et de résolution des problèmes. En maîtrisant le soroban, ils acquerront également une meilleure concentration, une précision accrue et une confiance renforcée dans leurs capacités intellectuelles. Plus largement, cette initiative contribue à ouvrir leurs esprits à des méthodes d'apprentissage innovantes et interculturelles, favorisant ainsi leur ouverture d'esprit et leur adaptabilité face aux défis futurs. En somme, cette formation est une étape importante pour doter nos élèves d'outils efficaces pour leur réussite académique et leur développement personnel. À son tour, l'ambassadeur du Japon à Djibouti a exprimé sa satisfaction face à la réussite de cette formation. Il a également mis en avant les valeurs d'échange, d'amitié qui unissent le Japon et Djibouti. Je suis très heureux de savoir qu'il y a des Djiboutiens qui s'intéressent au soroban. Je ne croyais pas. Soroban, oui, je connais soroban. J'avais beaucoup d'amis qui ont pratiqué le soroban, qui ont eu des compétences excellentes de calculation, de maths. Ils calculent très vite. Comme vous avez fait tout à l'heure, ils imaginent le soroban dans leur tête et ils calculent tout de suite. Ce qui leur permet de calculer, bien sûr, mais également de se concentrer sur quelque chose, d'arriver à un résultat satisfaisant avec des énormes efforts qu'ils ont faits auparavant. Donc, je suis très heureux de savoir que vous avez fait vos efforts pour apprendre le soroban et pour un jour enseigner à la génération future ce qui est le soroban. Et à travers cet exercice, vous allez transmettre une partie de la culture japonaise et la méthodologie d'apprentissage des Japonais. Et dans notre magazine de ce 15h, nous allons parler de la langue arabe à l'époque coloniale. En effet, à l'époque coloniale, la langue arabe a été marginalisée à Djibouti, reléguée au second plan au profit du français, devenu la langue de l'administration, de l'enseignement, des sphères du pouvoir. Mais l'école Al-Najah a joué un rôle central dans la promotion de l'arabe grâce à un enseignement rigoureux, une pédagogie enracinée dans les valeurs culturelles locales. Voici les détails.
La langue arabe et la culture islamique constituent des piliers fondamentaux dans la formation de l'identité nationale de la République de Djibouti et dans le renforcement de la cohésion sociale. Porteuse de valeurs civilisationnelles et humaines profondes, elle contribue à ancrer le sentiment d'appartenance et à bâtir une société consciente de ses racines et fière de sa culture. Durant la période coloniale, l'enseignement arabe et islamique a été marginalisé dans une tentative délibérée d'effacer l'identité culturelle et religieuse du peuple djiboutien. L'administration coloniale a alors favorisé la diffusion de l'éducation en langue française comme principal outil d'ancrage de l'homogénéité culturelle, réduisant les opportunités d'enseignement en arabe et en combattant les écoles coraniques et les institutions traditionnelles qui véhiculaient les valeurs religieuses, linguistiques et identitaires. Malgré ces contextes difficiles, les élites religieuses djiboutiennes n'ont pas cédé à cette volonté d'exclusion. Elles ont opposé une résistance éclairée, empruntée des consciences religieuses et culturelles à travers diverses initiatives visant à préserver l'enseignement arabe et la culture islamique. L'exemple le plus emblématique fut la fondation de l'école islamique Al-Najah en 1931 à Djibouti-Ville, qui s'est imposée comme un phare du savoir et un bastion de résistance à la fois. بمبادرة من الشيخ علي محمد كوبيش هذا الرجل الغيور على وطنه وعلى دينه وعلى عروبته. Le directeur de l'école Al-Najah, M. Yasser Al-Shamiri, a déclaré dans une interview exclusive à la télévision nationale que cet établissement éducatif de renom a été fondé en 1931 à l'initiative généreuse de Cheikh Ali Mohamed Kouish, dans un contexte colonial où l'on cherchait à effacer l'identité arabe islamique de Djibouti. Cette initiative visait à poser les bases de la préservation de l'identité et de la culture de la nation djiboutienne. Al-Shamiri a souligné que cette époque était marquée par une intense activité des missions évangéliques qui établissaient des églises et des écoles pour promouvoir le christianisme. Face à cela, l'école Al-Najah a joué un rôle central dans la protection et l'identité de la société djiboutienne. La continuité de l'enseignement, la diffusion et la conscience et la promotion de la culture islamique. Cet établissement éducatif a vu passer de nombreuses figures nationales marquantes qui ont laissé une empreinte profonde sur l'histoire du pays. Parmi elles figurait le grand militant Cheikh Ousmane ainsi que M. Abdallah Mohamed Kamil, Premier ministre des Affaires étrangères de Djibouti, mais aussi l'ancien ministre Rifki Abdelkader Bamakrama et l'actuel commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Ouass Omar Bourré, sans oublier un grand nombre de ulémas, écrivains et intellectuels ayant influencé Djibouti, la Corne de l'Afrique et aussi le Yémen. L'école islamique Al-Najah n'a pas été une simple institution éducative. Elle a représenté un édifice national qui a jeté le base d'un renouveau intellectuel et culturel face à l'occupation. L'établissement a ainsi conjugué l'enseignement du Coran et des sciences religieuses avec l'apprentissage de la langue arabe afin d'armer ses élèves du savoir et de la conscience nécessaires pour défendre leurs valeurs et leur identité. Dans cette dynamique, Al-Najah a formé une élite de savants, de prédicateurs, penseurs et enseignants qui ont contribué à la construction des institutions de l'État et à la consolidation de l'appartenance arabo-islamique. Concernant le rôle de l'école dans la lutte pour l'indépendance, le directeur de l'école Al-Najah, M. Yasser Al-Shamiri, a affirmé qu'elle constitue une véritable foyer de pensée nationale, jouant un rôle majeur dans la diffusion de la conscience, de la culture et du patriotisme. L'école a été un incubateur pour les savants, les hommes politiques et les combattants à cette époque, a affirmé M. Yasser. Il a conclu son intervention en déclarant « Après plus de 90 ans, depuis sa création, l'école Al-Najah continue de remplir sa noble mission en fournissant au pays des compétences dans divers domaines. » Enfin, il a saisi cette occasion pour adresser ses chaleureuses félicitations au président de la République, à la première dame et à tout le peuple djiboutien à l'occasion du 48e anniversaire de notre glorieuse indépendance. Aujourd'hui, plus de 40 ans après l'indépendance, l'école islamique Al-Najah demeure vivante dans la mémoire nationale comme une institution ayant ainsi allié mission éducative et engagement patriotique. Son rôle central dans la préservation de la langue arabe, la promotion de l'identité islamique et la formation des cadres nationaux ont fait l'un des symboles les plus élégants de la résistance culturelle dans l'histoire contemporaine de Djibouti. Je vous le disais dans les titres, en ce mois de juillet, coïncidant avec la période estivale, mais aussi avec le mois des vents forts
dit Khamsin, qui agitent la mer et rendent la navigation maritime risquée. À cet égard, la garde-côte djiboutienne tient à rappeler aux usagers de la mer, notamment les plaisanciers, les pêcheurs, de faire preuve de vigilance accrue durant les sorties en mer, de suivre avec attention les prévisions météorologiques disponibles quotidiennement. Ces usagers de la mer doivent aussi veiller à la stricte application des réglementations en vigueur, notamment la disponibilité à bord de leurs vedettes d'équipements de sécurité obligatoires sous peine de faire face à des mesures administratives punitives. Le numéro d'appel d'urgence gratuit, le 1500, est à votre disposition 7 jours sur 7, indique la garde-côte djiboutienne qui est à l'écoute de toute information ou sollicitation de la part de toute personne. Nous allons à Mouloud pour parler sport avec la cérémonie officielle du lancement qui s'est tenue sur la plateforme Omnisport de Mouloud en présence du directeur des régions, du secrétariat d'État au sport, Omar Hassan Abdullahi, accompagné d'une délégation. Le coup d'envoi de ce tournoi a été donné à l'issue d'un match d'ouverture très disputé entre les équipes de Chelsea, Manchester United. C'est l'équipe de Chelsea qui l'a emporté sur le score de 2-1 sous les applaudissements du public venu nombreux. Ce tournoi s'inscrit dans une démarche d'encadrement, d'épanouissement de la jeunesse locale pendant les vacances estivales. Il vise également à offrir un espace de divertissement sain, éducatif et inclusif. Et cette visite officielle d'évaluation qui s'est tenue à Khalaf, marquant également le lancement des activités sur le terrain du projet dit renforcement de l'autonomie économique des femmes à travers l'agriculture durable. Ce projet est financé par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dans le cadre de son programme « La francophonie avec elle » est mis en œuvre par l'association Groupe des femmes solidaires pour la bienfaisance. À cette occasion, une cérémonie a été organisée dont le préfet, M. Mohamed Ahmed Abbas, le vice-président du conseil régional, sous-directeur. La mission a rassemblé également les autorités locales, les représentants institutionnels, les partenaires techniques, les membres de la communauté. Elle a permis d'évaluer les premières avancées du projet, notamment formation agricole dispensée, les premières distributions de kits agricoles ainsi que les efforts de structuration de coopératives agricoles féminines. Ce programme de la journée a été marqué par des allocutions officielles, des échanges divers avec les bénéficiaires, des visites guidées sur les parcelles soutenues par le projet ainsi que des animations culturelles. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, mais également dans le sens de l'égalité hommes-femmes. Ce projet-là, en lui seul, a financé déjà depuis sa création en 2020 près de 300 activités portées par des associations au bénéfice des femmes et a contribué de manière indirecte et directe à améliorer les conditions de vie de près de 90 000 femmes dans l'espace francophone. Suivant cette fois ces deux interventions, celle de la présidente de l'association, Mme Nasra Abbas, et du sous-directeur, M. Moussa. Depuis son lancement, ce projet a fait naître une belle dynamique des femmes qui se forment, coopèrent et innovent pour bâtir une agriculture durable au service de leur communauté. Cette journée marque une étape importante, celle du dialogue avant tout, de l'évaluation commune et du lancement officiel des activités sur le terrain. C'est aussi l'occasion de saluer l'engagement des femmes bénéficiaires et de remercier nos partenaires pour leur soutien constant. Merci à l'OIF pour son appui financier, aux autorités locales pour leur accompagnement et à tous les bénéficiaires pour leur engagement et appropriation. Sensiblement leur production. Je suis convaincu que cette initiative sous votre direction
éclairée atteindra pleinement ses objectifs, en particulier l'autonomisation des femmes de Calaf. Ces femmes formées sont aujourd'hui capables de contribuer activement au développement durable et l'épanouissement de leur communauté, devenant ainsi les sources d'inspiration pour d'autres initiatives similaires. Le suivi et l'évaluation menés aujourd'hui en collaboration avec le bailleur du fonds montrent sans aucun doute de mettre en lumière les résultats concrets et les bonnes pratiques, tout en assurant la pérennité des actions entreprises. Cette visite de terrain représente une belle opportunité de visibilité pour les partenaires économiques en valorisant leurs progrès réalisés grâce à leur appui. Et prenons la parole à cette occasion. Le préfet de la région n'a pas manqué de remercier l'OIF pour son apport financier. Le choix d'assister aujourd'hui au renforcement de l'autonomisation des femmes de Calaf par le biais de l'agriculture, dont les porteurs du projet, le regroupement des femmes solidaires de Calaf. J'aimerais ici féliciter l'association qui a pu mener à bien le travail pour leur engagement effectif en donnant priorité aux femmes de Calaf en renforcement des capacités en matière de l'agriculture. Ce groupe de femmes associées ont pu démontrer grâce à leur action un travail remarquable qui aujourd'hui donne ses fruits. Nous en réjouissons de leur travail ainsi qu'aux femmes de Calaf qui ont pu travailler main dans la main. Cette action, c'est une des priorités de la République, mais en particulier, c'est une des priorités de la région. L'agriculture qui est fondamentale pour pouvoir se prendre en charge en matière de produits maraîchers en premier lieu, ensuite avec les arbres fruitiers. Je crois que cette initiative va encore donner plus d'opportunités pour pouvoir écouler ce travail. Nous allons parler sport avec du foot féminin dans la région de Tadjoura. Animée par une farouche volonté de développer le foot féminin, la fédération mène une campagne autour de la vulgarisation de la stratégie nationale du foot féminin. C'est en présence de plus d'une centaine de femmes, toutes catégories, que l'atelier de vulgarisation a été ouvert par le vice-président du conseil régional, la présidente de la commission de foot féminin, les membres du comité directeur de la fédération djiboutienne de foot, Fathia Ousmane, et par Saïd Boha, président de la Ligue régionale de foot de Tadjoura, également président de la commission de la Ligue et membre du comité directeur. Cet atelier marque une étape décisive pour le développement du foot féminin dans notre pays. Une stratégie, fruit d'un travail rigoureux mené par des experts internationaux et nationaux, pose les bases d'une transformation majeure, notamment en ce qui concerne le foot féminin. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. À Gaza, je vous le disais dans les titres, des frappes israéliennes ont fait plus de 40 morts, dont des civils en attente de l'aide humanitaire. L'armée israélienne a mené vendredi matin une série de frappes sanglantes sur la bande de Gaza, causant la mort d'au moins 37 Palestiniens selon des sources médicales. Parmi les victimes figurent 15 civils qui attendaient une distribution d'aide humanitaire, l'une des attaques les plus meurtrières qui a eu lieu au nord du point de Tel Hiya, à l'est de Khan Younes, où 15 personnes ont perdu la vie et 90 autres blessés alors qu'elles faisaient la queue pour obtenir de la nourriture. Malgré les appels répétés de la communauté internationale en faveur du cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit son offensive meurtrière contre Gaza, une guerre qui a coûté la vie à plus de 57 100 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, depuis octobre 2023. En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense
France pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.